al seminari, a la conferència que ara tindrem amb l'investigador en ciència política associat a Sofia Foll, a la Universitat París 10, és el senyor Marc Crapez, i us explicaré per entendre, diguem-ne, també en el context. En aquest seminari intentem portar professors, investigadors, acadèmics, que investiguin àmbits diferents, que investiguin amb enfocaments diferents i que abordin els diferents tipus d'antisemitisme que existeix. No hi ha un únic tipus d'antisemitisme, n'hi ha molts tipus d'antisemitisme, i jo ara us confessaré una cosa que en principi parlo ja fa molts anys, quan estava elaborant i redactant la meva tesi doctoral. Quan feia la meva tesi doctoral sobre aquestes temàtiques, em va sorprendre una qüestió. Potser per ingenuïtat, o potser per tenir un pre-guió judici, és a dir, per jutjar sense haver-ho investigat un fet. I el que em va sorprendre és descobrir autors d'esquerres com Proudhon, en aquest cas un dels fundadors de l'anarquisme com del socialisme utòpic i per tant del pensament d'esquerres en general, que no és que tingués el prejudici antisemita, sinó que en aquest cas, en el cas de Proudhon, i això ens ho explicarà ara el senyor Marc Crapez, inclús demanava l'extermini del poble jueu. Per tant, la idea de l'extermini del poble jueu no és una idea només de l'extrema dreta o de Hitler, no és una idea només de l'islamisme jihadista, sinó que el prejudici, insisteixo, està en totes les corrents ideològiques, a la dreta, a l'esquerra, en persones laiques o atees, en persones religioses, siguin el cristianisme, que també ha suportat aquest prejudici, sigui en l'islamisme, que també l'ha suportat. Per tant, creia que era molt convenient una conferència com la del senyor Crapez, que ara ens parli de l'antisemitisme d'esquerres al segle XIX fins a arribar avui, per tant, veure aquestes arrels d'aquest prejudici en aquest pensament. Ell té un llibre, que en aquest cas jo fa uns anys que el vaig llegir, que és l'antisemitisme d'esquerres al segle XIX. Avui en part parlarà part d'aquestes qüestions. I en aquest cas estem parlant és doctor en dret, és diplomat d'estudis avançats en història de les institucions i de les idees polítiques i també en ciències socials i filosofia del coneixement a la Universitat de París 4, en aquest cas de la Sorbonne. Sense més presentació, senyor Crapez. Bon dia, señores y señores. L'antisemitisme d'esquerres. El meu nom és Marc Crapez, investigador en ciencia política. En Francia se cree que mi apellido es español, pero no hablo catalán, no hablo muy bien el castellano y no soy un buen orador. Yo soy el autor del libro Antisemitismo de izquierda y he publicado en el Diccionario del Racismo Pierre-Joseph Proudhon, l'anarquista, el socialismo y el antisemitismo, el socialismo y el racismo, y literatura y el racismo. Yo soy el autor de varias obras, pero no estoy aquí para hablar de mis libros. Mi presentación será en 3 partes. Primero, el antisemitismo socialista en el siglo XIX en Francia. Soy el especialista. Segundo, el antisemitismo de la izquierda en el mundo del siglo XIX al siglo XX. Soy uno de los especialistas. Tercero, el antisemitismo de la izquierda en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y no soy un especialista de todo. Je m'exprimerai maintenant en français pour vous parler d'abord de l'antisémitisme de gauche au XIXe siècle en France. Ce que j'ai découvert est factuel. Je vous donne un exemple. En 1870, à l'époque de votre Gobierno Provisional de las Españas, un journal français intitulé « L'extrême droite n'est pas antisémite », alors qu'un livre intitulé « Ce que doit faire la gauche » est écrit par un antisémite nommé Eugène Gélion d'Anglars.
Deuxième exemple, un catholique conservateur publie un livre contre l'athéisme où il défend l'unité de l'espèce humaine. Pendant ce temps, l'auteur d'un livre intitulé « L'athéisme » prétend que les Juifs constituent, je le cite, « un formidable danger pour les peuples aryens ». L'antisémitisme socialiste en France, donc. Au XIXe siècle, l'essor économique favorise le mercantilisme. Paris devient une place financière et les Rothschild sont désignés comme des instigateurs des injustices du capitalisme. Non seulement les trois grands noms du socialisme français, Charles Fourier, Pierre-Joseph Proudhon et Auguste Blanqui, sont antisémites. Mais l'antisémitisme touche tous les socialistes. Pierre Leroux, le catholique, et Jules Guesde, le marxiste, comme Jean Jaurès, le modéré. Non seulement il existe des socialistes spécialisés dans l'antisémitisme, en quelque sorte. Ils s'appellent Alphonse Toussenel, Gustave Tridon, Eugène Gélion d'Anglars, Albert Reignard. Mais c'est de ce même bord politique que proviennent des antisémites proches de la vision du monde nazi, tels que Georges Vacher de la Pouge, Jules Soury, Lucien Pemjean ou Georges Montandon. Les deux derniers sont antisémites sous l'occupation allemande. Ces gens que j'énumère, une précision, sont en général ce que l'on appelait au XIXe siècle des publicistes, c'est-à-dire des propagandistes vivant plus ou moins de leur plume dans des journaux et des livres. Je me réfère maintenant à mon article « Socialisme et antisémitisme » du dictionnaire du racisme. À une époque, il y eut de l'antisémitisme côté socialiste. Il faut préciser que le vocabulaire a évolué. Les socialistes du XIXe siècle étaient des extrémistes en comparaison des membres actuels d'un parti communiste qui seraient des modérés. Ce distinguo permettant d'éviter tout anachronisme, on peut dire que le socialisme de cette époque fut un courant doctrinal présentant une certaine affinité avec l'antisémitisme. Au XIXe siècle, l'antisémitisme est ouvertement répandu, mais une série de distinctions s'impose. Dans leur contexte, certains propos antisémites ne diffèrent pas d'autres propos anti. Il faut se remémorer le style polémique et le ton violent des discussions politiques du XIXe siècle. Batailleur, prêt à en découdre, le socialisme prétend ne s'en prendre qu'à des puissants. Être anti passe pour la marque d'un tempérament frondeur et d'un esprit moqueur. Une certaine forme d'antisémitisme fait alors partie du rite socialiste. Beaucoup de socialistes sont en quelque sorte machinalement anti-juifs, mais sans acharnement antisémite et encore moins raciste. Cet antisémitisme paraît intellectuellement consternant et humainement lamentable, mais au XIXe siècle, il se donnait des allures bon enfant, comme s'il ne portait pas à conséquence. On ne peut donc le confondre avec l'antisémitisme démonologique qui prospère dans certains secteurs réactionnaires ou socialistes. Sur une échelle d'attitude, on peut distinguer d'une part 3 stades d'antisémitisme. Une disposition anti-juive, un état d'esprit antisémite et une mentalité antisémite et raciste. Et, d'autre part, 3 formes d'antisémitisme. Un antisémitisme anticlérical, un antisémitisme économique et un antisémitisme antichrétien. Chez un auteur du XIXe siècle, une disposition anti-juive consiste à adopter occasionnellement un vocabulaire blessant pour les juifs. Un état d'esprit antisémite consiste à utiliser des slogans hostiles aux juifs. Une mentalité antisémite et raciste consiste à développer un argumentaire contre les juifs. La plupart des socialistes ont une disposition anti-juive. La majorité trahit un état d'esprit antisémite, une minorité notable fourbit une mentalité antisémite et raciste. Jusque vers 1900, la majorité des socialistes discourent contre la haute banque, la haute finance, la féodalité cosmopolite, les agioteurs,
la plutocratie qui accapare la richesse publique. La dénonciation lancinante de la juiverie n'a pas forcément la connotation délibérément antisémite qu'elle revêt dans la première moitié du XXe siècle. En 1867, le prodonien Georges Duchesne publie La spéculation devant les tribunaux, pratique et théorie de l'agiotage. Pour pourfendre la bancocratie et ses synonymes dans le contexte lexical d'alors, le capitalisme, le parasitisme, la juiverie, l'agiotage. Sans doute cet auteur ne s'est-il pas contenté de recourir à ce vocabulaire et l'a-t-il relayé. Mais son antisémitisme paraît se limiter à ce détournement sémantique par amalgame stéréotypé. Duchesne est un anticapitaliste, exempt d'arrière-pensée raciste, même si son registre de dénonciation permanente signale un état d'esprit antisémite. Jaurès, lui-même, a des tournures malveillantes et préface encore, en 1899, le livre d'un socialiste volontiers antisémite intitulé « L'application du système collectiviste » d'un certain Lucien Deslignières. Les femmes socialistes ne sont pas en reste. Outre Séverine, la compagne de l'écrivain Jules Vallès, on peut mentionner Paul Minck, une athée certifiée, qui, en 1898, vitupère la juiverie dans une réunion du groupe antireligieux du 20e arrondissement de Paris. Ou encore la citoyenne Sorgue, qui fustige en 1900 la plutocratie juive. Le gros des socialistes adopte un antisémitisme anticlérical plus ou moins accentué, qui dénonce l'emprise des coteries et des gros. Tout corps constitué est sommairement soupçonné de constituer un clan parasitaire qui complote contre le bon peuple patriote. Se trouvent pêle-mêle stigmatisés les prêtres, les juifs, les francs-maçons, les parlementaires, les magistrats. En 1893, un livre intitulé « L'égalité sociale » où les jésuites et les francs-maçons dans le gouvernement des peuples fustigent conjointement les jésuites et les francs-maçons, deux puissances occultes et infernales, sans oublier la rapacité du sémite. Tel autre socialiste dénonce, entre autres plaies, le cléricalisme, le fonctionnarisme et le militarisme. Le prodonien Auguste Vermorel avertit « Le fonctionnarisme, nous ne saurions trop le répéter, en créant une classe de parasites, est le plus grand fléau de la liberté. » De nombreux socialistes souscrivent également à un antisémitisme économique plus ou moins accentué. Les uns se contentent d'allusions au mythe des Rothschild. D'autres imputent les maux engendrés par le processus de concentration économique à leur toute-puissance. Le socialisme est alors composé d'une myriade d'écoles concurrentes, seulement unies par leur aversion de l'iniquité du capitalisme. Il est empreint d'une nostalgie d'une harmonie communautaire, rebelle à l'individualisme. Le protestantisme est suspecté d'être une confession ayant partie liée avec le capitalisme. L'antisémitisme menaçant fait recette. En 1845, le fourriériste Alphonse Toussenel publie « Les Juifs rois de l'époque, histoire de la féodalité financière ». En 1883, Auguste Chirac fait paraître « Les rois de la République, histoire des juiveries ». Par la suite, les socialistes antisémites les plus bruyants sont Augustin Hamon, obnubilé par la figure du complot, et Francis Laure, orphelin élevé par George Sand, qui insère l'antisémitisme dans le mouvement boulangiste comme dérivatif commode. L'antisémitisme anti-chrétien, maintenant, conçoit le christianisme comme un délétère produit du judaïsme. Cet antisémitisme athée est un historicisme antisémite posant comme formule de l'histoire une lutte immémoriale
et immuable entre ariens et sémites. Le dauphin de Blanqui, Gustave Tridon, n'hésite pas à affirmer que la race sémitique représente le côté négatif du genre humain, que combattre l'esprit et les idées sémitiques est la tâche de la race indo-aryenne. En dépit de la charge émotionnelle que ces slogans revêtent à nos yeux, ils s'inscrivent à leur époque dans une perspective de critique anti-religieuse. C'est pourquoi les interprétations peuvent varier quant au degré de déterminisme racial contenu dans les écrits de Tridon. En revanche, Eugène Gélion d'Anglars, qui publie en 1882 « Les Sémites et le sémitisme au point de vue ethnographique, religieux et politique », est un raciste qui soutient qu'à toute époque, le juif, au singulier, demeure dans le plus profond de son être ce que son sang, ce que sa race l'a fait. Le caractère obsessionnel de cet antisémitisme s'accentue encore avec Albert Régnard, qui fusionne l'antisémitisme antichrétien avec l'antisémitisme économique. Le fait que Régnard soit l'auteur d'une brochure à la gloire de l'athéisme n'est pas pour surprendre. De nombreux auteurs de livres de propagande athée s'adonnent à un antisémitisme virulent. Ils s'appellent Delbos, Liserey, Plantot, Pemjean, Place, Richepin, un poète célèbre à l'époque, Souris. Régnard pourchasse l'essence maléfique inhérente à un ennemi se faufilant, visqueux et tentaculaire. Cela illustre cette symbolique de la souillure propre aux formes frénétiques d'antisémitisme et d'antigésuitisme. Il ne va toutefois pas explicitement jusqu'au projet du socialiste allemand Eugène Düring de faire disparaître dans son ensemble le type d'homme qui pose problème. L'antisémitisme à tonalité économique est moins souvent basé sur un arrière-plan raciste que l'antisémitisme de coloration antichrétienne. Cela ne signifie pas qu'il soit moins grave, car c'est une doctrine de haine, selon la formule du libéral Anatole Leroy-Beaulieu. Le dispositif narratif de cette propagande procède par affabulation et amalgame, s'applique à déformer ou détourner des fragments de rationalité pour présenter un visage crédible, oscille entre le ton populiste de l'imprécation anti-juive et le registre pseudo-savant. L'écrit antisémite revêt souvent l'aspect d'un conte merveilleux. Le lecteur crédule est maintenu en haleine par des révélations fracassantes quant à la malignité d'ennemis dotés d'un don d'ubiquité ou au complot scélérat de forces occultes responsables des malheurs sociaux. Or, il se trouve que la croyance socialiste du XIXe siècle est, elle aussi, bien souvent un grand récit fabuleux. Elle se présente comme une démonstration imparable, déchiffrant le scandale des maux sociaux dont souffre la société, et se déployant comme une intrigue comportant un dénouement indiquant la direction fatale de l'avenir. La prédication antisémite fournit un angle de décryptage du devenir historique qui présente certaines analogies méthodologiques avec la prophétie socialiste du XIXe siècle. C'est pourquoi l'utopie d'un monde sans classe ni exploitation a si souvent interféré, de Fourier et Toussenel à Marx et Bakounine, avec l'utopie d'une humanité purifiée de tout élément judaïque. Finalement, lorsqu'en 1889, un proudhonien des plus réformistes, nommé Joseph Perrot, consacre un chapitre à s'opposer au schéma antisémite, il ne s'appuie pas sur un argumentaire socialiste, mais s'exprime simplement, en vertu d'un jugement de valeur, le souci de laisser les gens vivre en paix, et d'un jugement de fait, le réductionnisme primaire de l'antisémitisme.
Nous allons maintenant passer à la deuxième partie, l'antisémitisme dans le monde du 19e au 20e siècle. La plupart du temps, la recherche bibliographique sur la notion d'antisémitisme de gauche ou d'antisémitisme socialiste renvoie à la France et à l'Allemagne au XIXe siècle, ou bien à l'idée d'antisémitisme du XXIe siècle. Les auteurs parlent en général d'antisémitisme socialiste pour évoquer le XIXe siècle et d'antisémitisme de gauche ou d'extrême gauche pour évoquer l'antisémitisme contemporain. Cela paraît approprié du point de vue méthodologique. Je l'avais moi-même proposé. En effet, le socialisme s'enracine dans le XIXe siècle, tout comme la gauche est chère à nos contemporains. Mon plan fait donc ressortir 3 séquences historiques. Il y a d'abord aux origines la spécificité du socialisme français, ce que nous venons de voir. Il y a ensuite les gauches de par le monde du XIXe siècle au XXe siècle. Il y a enfin, ce qui sera notre 3e partie, après la Seconde Guerre mondiale et le recul de l'antisémitisme d'extrême droite, l'émergence de l'antisémitisme d'extrême gauche du XXIe siècle. J'esquisserai donc une perspective comparative sur plus d'une quinzaine de pays. France, Allemagne, Autriche, Italie, Belgique, Pays-Bas, Russie, États-Unis, Grande-Bretagne, Québec, Portugal, Espagne, Mexique, Brésil, ainsi que le monde arabo-musulman. En France, le conservateur catholique Léonce Reynaud publie, dès 1886, un livre tout entier contre l'antisémitisme. Mais il faut attendre 1898 pour que des socialistes en fassent autant. Ainsi, Adolphe Tabarant, ou encore Léontie Soloveitchik, qui soutient une thèse intitulée « Un prolétariat méconnu, étude sur la situation sociale et économique des ouvriers juifs ». Ou encore un dénommé Hippolyte Henriot, dans un livre intitulé « Sus aux Juifs, pourquoi ?» Ce titre alambiqué signifie « Pourquoi faudrait-il courir sus aux Juifs comme sus aux Jésuites ?» L'auteur de cette brochure est bel et bien, paradoxalement, dans son époque, l'un des premiers Dreyfusards. Il faut attendre la fin de l'affaire Dreyfus pour que l'antisémitisme de gauche décline à partir de 1906. Ceux qui persistent viennent alors de rangs syndicalistes révolutionnaires, puis de rangs plutôt communistes dans les années 1920, puis plutôt socialistes dans les années 1930. Au XIXe siècle, l'antisémitisme socialiste est presque une spécialité franco-germanique. En Allemagne, nombre de socialistes sont également antisémites. Marx, Lassalle ou Düring, ce dernier véritablement frénétique. Mais la tendance s'inverse, comme en France, au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle se produit en Autriche un phénomène paradoxal. Le fort pourcentage de juifs au sein des partis socialistes signifie d'une part que l'antisémitisme est moindre qu'en Allemagne et d'autre part une moindre mobilisation des partis de gauche contre l'antisémitisme, de peur de paraître défendre une, entre guillemets, cause juive. En Italie, le syndicaliste révolutionnaire Paolo Orano vante ce qu'il appelle la France antisémite. Et le fasciste Julius Evola déplore le peu d'intérêt de son pays pour la question juive. Dès lors, lorsqu'ils abordent le thème de l'antisémitisme socialista, les historiens italiens, tels Francesco Germinario, renvoient à la France ou à l'Allemagne. Italia, el país menos antisemita del mundo, s'intitule le premier chapitre du livre d'Adolfo Kursinski,
Italia y el antisemitismo, ensayo histórico comparativo con España y Francia. Cette évolution est notamment due à la confidence de Gramsci sur l'absence d'antisémitisme en Italie, qu'il n'a que tardivement démenti dans des sources exhumées encore plus tardivement. À noter toutefois un article récent consacré à un célèbre économiste italien du XIXe siècle, intitulé « Economics and Antisemitism, the Case of Maffeo Pantaleoni ». Ailleurs, mentionnons les Belges Collins, Jules Destré et Edmond Picard, ce dernier très virulent. Le Polonais Emmanuel Maliński, qui est traduit en italien par Julius Evola. Le Russe Bakounine. L'activiste et populiste américaine Mary Elizabeth Lees, qui critique souvent les Rothschild et les banquiers britanniques comme étant la source des problèmes des fermiers. Ajoutons le communiste Bill Groper, caricaturiste en 1929 dans le journal Freiheit. En Grande-Bretagne, Charles Dickens dépeint dans Olivier Twist un usurier juif repoussant nommé Fagin. Le travailliste Henry Heidman dénonce un judaïsme impérial, contribuant ainsi à l'idée, alors à la mode, d'une conspiration juive internationale pendant la guerre des bourgs. On peut cependant ajouter que c'est à Londres, en 1885, que paraît le premier journal explicitement juif et socialiste, l'Arbeiter Freund. Les Pays-Bas, bien qu'assimilés comme la Grande-Bretagne à la juiverie par nombre d'antisémites, ne sont pas exempts d'antisémitisme socialiste. Ferdinand de Mella Nieuwenhuis utilise l'antisémitisme contre les réformistes, d'autant que son principal rival, un dénommé Troelstra, était tributaire d'un modeste groupe d'ouvriers diamantaires juifs à Amsterdam. Son successeur à la direction de la revue intellectuelle d'ouvriers socialistes, un nommé G. Rigeners, fit des remarques antisémites dans les années 30. En 1910, le Daily Lisbonne, républicain modéré, considère que tel livre antisémite est destiné à un succès de librairie et à provoquer de grandes discussions. En 1925, le Capital, journal de gauche démocratique, veut, dit-il, lutter contre le quartier juif fortuné qui menotte la démocratie pauvre. Cela étant, le Portugal de Salazar resta un refuge durant la Deuxième Guerre. Gonzalo Álvarez Chillida, dans son livre que vous connaissez sans doute, El antisemitismo en España, la imagen del judío, évoque el antisemitismo de izquierdas. Le fourriériste Sixto Camara parle de la domination d'Israël. L'anarchiste López Montenegro et le journal anticlérical El Matin critiquent conjointement les jésuites et les juifs. L'antisémitisme paraît avoir eu une certaine importance en Espagne, peut-être à cause d'une mauvaise influence française ou d'une tradition d'afrancesados. Nous passons maintenant à la troisième partie, l'antisémitisme de gauche postérieur à la Seconde Guerre mondiale, l'antisémitisme de gauche du XXIe siècle. L'antisémitisme de gauche est une terminologie qui a émergé au moment de la seconde intifada, en 2000, et des slogans antisémites tenus à la conférence de Durban en 2001. Les médias se limitent généralement à évoquer l'expression sur un mode spéculatif et incrédule. Existe-t-il un antisémitisme de gauche ? C'est un antisémitisme par radicalisation de l'antisionisme et réminiscence de l'antisémitisme socialiste,
comme le furent certaines dérives gauchistes ou révisionnistes des années 1970. L'État d'Israël est jugé sciemment malfaisant et comparé à l'apartheid ou au nazisme. On peut choisir d'autres appellations. Un historien français parle d'antisémitisme antimondialiste. Un Italien parle d'antisemitismo del nuovo millennio. Walter Laqueur parle de far left antisémitisme. Pierre-André Taguieff parle de nouvelle judéophobie ou d'islamo-gauchisme. Robert Wistrich parle de nouvel antisémitisme ou d'antisémitisme de gauche. Son livre « From Ambivalence to Betrayal, The Left, the Jews and Israel » de 2012 n'est pas traduit en français, mais il a fait école puisque d'autres auteurs ont publié depuis « Antisemitism and the American Far Left » ou « The Socialism of Fools, Leftist Origin of Modern Antisemitism ». En France, une certaine forme d'anarchisme, teintée de pacifisme, a longtemps véhiculé des a priori antisémites. Dans les années 1950, après la Seconde Guerre mondiale, cette mouvance anarchiste fonctionna à la fois comme une sorte d'amicale pour militants de gauche compromis sous Vichy ou la collaboration, et comme matrice du révisionnisme avec Paul Racimier. Récemment, le caricaturiste Ciné a été débarqué du journal Charlie Hebdo pour avoir critiqué la famille Sarkozy avec une connotation antisémite. On a relevé le paradoxe chez ce libertaire d'un esprit procédurier et d'injonction normative. Un chaînon intermédiaire serait le cas de Roger Garaudy, qui illustre la convergence entre l'antisémitisme gauchiste et islamiste. Au XXe siècle, l'antisémitisme est présent en URSS, notamment lors du fameux complot des blouses blanches. À Cuba, on en trouve trace aussi bien chez Fidel Castro qu'avant sa révolution. Au XXIe siècle, l'antisémitisme de gauche existe dans plusieurs pays d'Amérique latine. C'est une spécialité des dirigeants politiques proches des idées d'Hugo Chavez. Maduro, Morales, Correa, Fernandez de Kirchner, voire Ortega au Nicaragua. On le trouve aussi dans des groupuscules d'extrême gauche. Dans un article intitulé « Racismo y antisemitismo en México », Pedro Salmerón Sanguinés donne un aperçu de leurs arguments. Ils se veulent comme un mouvement roja de izquierda, anticolonialista y anti-yankee, qui dénonce l'axe du mal estadounidense sionista y la conspiration anglo-israélie. On trouve des discours similaires en Argentine. Les Juifs sont donc présentés comme des laquais de l'impérialisme. Ils sont aussi accusés d'être des comploteurs dans le droit fil de leur réputation de crucificateurs de Jésus-Christ. Cet antisémitisme d'extrême gauche récupère l'héritage de l'antisémitisme catholique. En janvier 2009, Hugo Chavez fit attaquer une synagogue de Caracas. Dans un discours de 2005, il évoque, sans nommer les Juifs, le Christ socialiste, les descendants de ceux-là même qui crucifièrent le Christ, une minorité qui s'est appropriée l'or de la planète. Caio Blender, journaliste à la télévision brésilienne, a comparé les atteintes aux droits de l'homme en Israël et en Corée du Nord, ce qui, comme la comparaison avec l'apartheid, est expéditif. Gilles Proulx, journaliste télé québécois, a déclaré que les gouvernements peuvent devenir des marionnettes de l'argent des diasporas. En 2006, suite à une manifestation du Parti communiste et du bloc de gauche, un journal portugais titre « O antisemitismo de esquerda nas ruas de Lisboa », tandis qu'un journal espagnol titrait « Antisemitismo socialista en las calles ». Un manifestant du PSOE brandissait par exemple
une pancarte associant nazis, yankees aux judíos. Après la Seconde Guerre mondiale, Ernst Bevin, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères du Parti travailliste anglais, fut perçu comme antisémite. Actuellement, le nouveau leader travailliste, Jeremy Corbyn, a rencontré des représentants du Hamas et du Hezbollah, a soutenu le révérend Césaire qui a propagé des théories conspirationnistes sur le 11 septembre et a assisté à un événement organisé par l'association du négationniste anglais Paul Eisen. Dans le monde arabo-musulman, travaillé par l'humiliation de la débâcle de la guerre des 6 jours, un ressentiment islamo-révolutionnaire se répand, puisé chez l'Américain Louis Farrakhan ou l'Égyptien Saïd Qutb, qui dénonçait une conspiration judéo-chrétienne contre l'islam. L'ancien nazi Johann von Leers fait partie de l'entourage de Péronne, puis de celui de Nasser, le chef de file du socialisme arabe, qui vantait en 1958 les protocoles des sages de Sion. À Benghazi, plus récemment, beaucoup de Libyens étaient persuadés que Kadhafi était juif. Conçu, explique Maxime Rodinson, sociologue français, comme un parti idéologique attaqué de tous côtés, comme un bloc de damnés de la terre, comme une forteresse assiégée. L'islamisme perçoit ceux qui doutent de son message comme des ennemis et des traîtres. Selon moi, l'herméneutique islamiste phagocyte l'extrême gauche, car l'un comme l'autre croit défendre un grand récit savant injustement calomnié. Dans ce contexte, l'antisémitisme est là en tant que pensée paranoïde chargée de guérir les maux sociaux, selon la formule d'Eugène Weber. Ce que j'ai appelé une rhétorique du dévoilement et de la révélation. Au Québec, les connivences que l'islamisme trouve dans le milieu universitaire sont accentuées par la peur que les intellectuels québécois ont de passer pour des ploucs attardés ou, comme on dit là-bas, des cols rouges. Certains milieux universitaires paraissent aussi touchés en Norvège notamment. Il faut ajouter que l'antisémitisme est inscrit dans l'islam depuis longtemps. Dans le sillage de Bernard Lewis et Bat Ye'or, Andrew G. Bostum a publié en 2008 un volume intitulé « L'héritage de l'antisémitisme islamique, des textes sacrés à l'histoire réelle ». Le français Shmuel Trigano souligne à ce propos que les autres historiens évitaient de contredire le dogme de la symbiose judéo-arabe pour ne pas encourir de réprobation, voire de marginalisation, créant ainsi une vraie fausse vérité historique attestée par l'université au point que toute contestation de ce récit dominant se voit censurée ou stigmatisée, à tout le moins taxée de non scientifique. Semblablement, la notion d'antisémitisme de gauche dérange ce que j'appellerais le dogme de la symbiose entre antisémitisme et droite. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles un historien italien, David Bidussa, a écrit dans la Rivista d'Historia Contemporanea « Il est probable qu'une décennie sera nécessaire pour que le schéma de lecture et d'analyse proposé par Marc Crapez réussisse à briser le mur du silence. Aujourd'hui, il paraît normal d'avoir des interrogations sur un certain type d'antisémitisme de gauche ou d'extrême gauche. Mais il y a 20 ans, lorsque j'ai publié ma thèse, puis un livre intitulé « L'antisémitisme de gauche », il était tabou d'en parler. J'ai été le premier à publier sur cette question, à creuser la question, à exhumer des textes oubliés et à fournir un panorama d'ensemble sur l'antisémitisme socialiste au XIXe siècle. Ma conclusion comportera 3 points. L'antisémitisme
a longtemps fait partie de ce que José Ortega y Gasset appelait les dévotions du jour ou les dévotions socialistes, beaterias, bigoterie en français. Isaïe Levaillant rappelait dans une conférence de 1907 qu'avant l'affaire Dreyfus, l'extrême droite parlementaire n'avait jamais prononcé une parole désobligeante contre les Juifs. En France, Zosa Zajkowski écrivait de son côté qu'en 100 ans de socialisme français, de 1820 à 1920, on ne trouve pas une parole aimable pour les Juifs. Zosa Zajkowski est un historien franco-américain d'origine juive polonaise, auteur de « Les Juifs saint-simoniens et l'antisémitisme socialiste » en 1947. On peut aussi rendre hommage à l'américain G. Selwyn Shapiro, auteur d'un article important, Pierre-Joseph Proudhon, l'anarchista, Pierre-Joseph Proudhon, Harbinger of Fascism en 1945, ou encore au protestant français Faddeï Lovski, qui publia un livre sur l'antisémitisme en 1955. Je répète le point précédent. En France, avant l'affaire Dreyfus, l'extrême droite parlementaire n'avait jamais prononcé une parole désobligeante contre les Juifs, alors que, du côté de l'extrême gauche, on ne trouvait jamais une parole aimable pour les Juifs. L'Italie est, sans conteste, historiquement une terre peu antisémite, le fascisme lui-même ayant tardé à entrer dans la danse hitlérienne. L'ère culturelle latino-américaine ne paraît pas non plus énormément touchée historiquement, encore qu'il puisse exister un tabou historiographique. En revanche, l'antisémitisme de gauche actuel s'y porte plutôt bien. Je résume mon interprétation. L'antisémitisme de gauche, qui juge l'État d'Israël sciemment malfaisant, opère par réminiscence de l'antisémitisme socialiste et radicalisation de l'antisionisme. Il se propage en apparaissant comme une rhétorique du dévoilement des mots sociaux et le défenseur d'un grand récit savant injustement calomnié. Le mot de la fin appartient à Raymond Aron. Il faut se garder, disait-il dans Les Illusions du progrès, de la pensée essentialiste, selon laquelle l'antisémitisme doit être tout entier antisémite, alors qu'il y a tant de modalités de l'antisémitisme et que les jugements défavorables portés par telle personne sur les Juifs diffèrent parfois assez peu de jugements semblables portés sur un peuple, un parti politique ou un groupe social. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bé, ara començarem el torn de preguntes. Jo tinc un parell de qüestions mentre pel senyor Marc Crapez. Desconeixo què passa a França, però en el cas de Catalunya i Espanya, dels principals 4 sectors que actualment en el segle XXI podem trobar que encara difonen o promouen el prejudici de la judefòbia, trobem el cas de l'islamisme radical que accepta que rebutja els jueus, vull dir, no amaga, diguem-ne, que rebutja el poble jueu o els jueus. Trobem l'extrema dreta, que també, en el cas d'aquí, no amaga que rebutja els jueus. Trobem, en el cas del cristianisme, que avui s'accepta que el cristianisme ha tingut, diguem-ne, una història de judeofòbia molt forta al llarg de la història. Per tant, tenim 3 sectors que accepten, d'una manera o altra, que han tingut o tenen aquest prejudici. Però, en canvi, en el cas de Catalunya i Espanya, no sé si passa el mateix a França,
L'esquerra o l'esquerra alternativa no accepta que té un prejudici també antijueu. És l'únic sector dels 4 que, tot i tenir també aquest prejudici, no accepta, nega la major, nega que té el prejudici. I clar, és molt difícil treballar un prejudici si no s'accepta que es té el prejudici. Que en els altres casos, no és que sigui fàcil treballar-ho, però almenys hi ha una acceptació que disposen d'aquest prejudici. Volia saber si a França és una situació similar o no, o a França és diferent de l'esquerra d'aquí. I aquesta és una primera qüestió. La segona és, ja que estem parlant d'aquest tipus d'antisemitisme, i és que, al meu entendre, la matriu o l'eix ideològic que permet reproduir en el segle XXI l'imaginari del mal, en aquest cas, en el que seria l'esquerra laica, i torno a dir, i insisteixo, el mateix que passa amb el cristianisme o el mateix que passa amb el cas de la dreta. No vol dir que totes les persones cristianes o de dretes o d'esquerres tinguin el prejudici, però en aquelles persones que sí el tenen o aquells partits polítics que de forma més solapada o no el puguin difondre, en el cas de l'esquerra laica, paradoxalment reprodueixen un esquema de la judeofòbia cristiana medieval. I concretament és agafar el que abans era Satan o el dimoni o el que eren els jueus. Satan o el dimoni és substituït per als Estats Units d'Amèrica i els jueus és substituït per l'estat d'Israel. Però metafísicament, filosòficament, la matriu ideològica és la mateixa en el seu nucli més dur. Oui, tout à fait. En ce qui concerne la première question, bien sûr, les mouvements qui sont parfois accusés en France, le NPA qui est trotskiste, ou les proches de Jean-Luc Mélenchon, n'admettent évidemment pas d'être antisémites et revendiquent l'antisionisme, un antisionisme qui ne succomberait pas à des préjugés ou à des représentations dévalorisantes des Juifs, ou à des représentations essentialisantes des Juifs. De même, certains milieux proches de militantisme musulman ne reconnaissent pas qu'ils ont tendance à y succomber. En ce qui concerne la deuxième question, il est vrai que c'est tout à fait frappant de voir la polyvalence et la polysémie de l'argumentaire antisémite. Aujourd'hui, on connaît bien le petit Satan israélien avec le grand Satan américain, mais c'est susceptible d'être, comme je l'ai montré, également le Satan anglais, lequel Satan anglais, un siècle auparavant, au XIXe siècle, avait des Anglais qui accusaient d'autres Anglais de conspiration anti-juive pendant la guerre des Boers, ce qui paraît abracadabrantesque avec le recul, même si ça paraissait déjà singulier à l'époque. Et il y a effectivement un point de rencontre peut-être entre l'antisémitisme, un point de rencontre supplémentaire entre l'antisémitisme d'extrême gauche qui vient des années 70, l'antisémitisme par radicalisation de l'antisionisme, et l'antisémitisme islamiste, ce que Pierre-André Taguieff a appelé le gaucho-islamisme, qui est cette pensée démonologique que j'ai mentionnée du reste dans mon exposé, qui est sous certains aspects une réadaptation effectivement du vieil antisémitisme des origines,
Il y a effectivement des passerelles nombreuses, même si l'antisémitisme socialiste du XIXe siècle est un secteur idéologique autonome qui ne voudrait surtout pas avoir à reconnaître sa dette envers l'antisémitisme chrétien. Et d'ailleurs, je n'en ai pas parlé ici, mais dans un autre livre que j'avais publié, j'ai étudié de près un certain nombre de cas que je mentionne comme Gustave Tridon, ce que j'appelle dans mon exposé l'antisémitisme antichrétien. Et on voit que cet antisémitisme antichrétien qui se pique d'athéisme, qui se pique de rationalité, est lui-même sous bien des aspects touché par une sorte par une forme de superstition, par une forme de fanatisme, par une forme éloignée bien éloignée du siècle des Lumières, même s'il s'en revendique. Les preguntes? Sí. Hola? Sí, senyor Marc, jo li voldria fer unes preguntes referents al tema de l'esquerra dins de França i dins del continent europeu. És a dir, posant en el mateix sac a tota l'esquerra, és a dir, és com posar a Bernard Henry Lévy o de la meva joventut, el Daniel Cohn-Bendit, no? El maig del 68, no? O fins i tot, diríem, Rosa Luxemburg, que no tenien aquests tics, jo crec que no els tenien, i fins i tot revolucionaris de l'època de la revolta bolxevic a Rússia, Zinoviev, no? Sí, està clar, el que no podem és configurar tota l'esquerra, el que sí que podem configurar, i per mi sí que és d'això, l'extrema dreta, que no reconeix que és l'embrió, el cuc de la serp que va esdevenir després amb el nazisme i aquí al nostre país el feixisme, i que no reconeix històricament no reconeix res i perd la memòria, no ja històrica, sinó que perd la memòria de tot tipus. I ara està clar, actualment l'esquerra jo no afegiria, sinó que estic d'acord amb el plantejament del doctor Xavier Torrents. Està clar, l'esquerra en aquest país, aquí al Principat, a Catalunya, a casa nostra, no reconeix, i ho dic per experiència pròpia, ho dic per experiència pròpia, viscuda, personalment, i que la visc, no reconeix que són antisemites. No ho reconeixen ni ho reconeixeran mai. Fixem-nos el que va succeir a esdevenir fa poc temps en aquest cantant. Jo m'agrada posar els exemples perquè són els més vivificants. Aquest cantant nord-americà d'origen jueu, i que tot és un seguit de coses. Bé, jo voldria que, amb tots els respectes, que no tota l'esquerra se la pot, no l'esquerra, sinó a les persones que configuren aquesta esquerra del segle, jo no sé si Jean Jaurès era antisemita, que va tindre seguidors antisemites, no ho dubto, però jo no sé si Jean Jaurès ho era d'antisemita. En fi, si us sembla bé, doncs ho deixo aquí. Gràcies. Je vous remercie, vous me donnez l'occasion peut-être de clarifier mon propos. D'une part, j'ai distingué 3 temps de l'antisémitisme. L'antisémitisme du XIXe siècle socialiste est très différent de ce qu'est l'antisémitisme de gauche actuel. D'autre part, dans mon exposé, j'ai bien distingué un état d'esprit antisémite, un préjugé antisémite, etc. J'ai essayé de hiérarchiser et de catégoriser différents niveaux en la matière. J'ai rendu aussi hommage à un certain nombre d'auteurs qui me paraissaient être des auteurs qui ont réellement lu les textes et qui ont réellement travaillé sur la question, ce que je distinguerais d'une tendance plus superficielle. Je parle là de l'antisémitisme socialiste au XIXe et au XXe. Il y a des auteurs comme Edmond Silberner qui a écrit un livre sur l'antisémitisme dans les années 60,
un Anglais, George Watson, qui a publié La littérature oubliée du socialisme, ou un Français de peu d'importance qui a publié un livre sur l'antisémitisme de gauche. Ce sont des livres des livres un peu sensationnalistes, qui ne connaissent pas les tenants et aboutissants du sujet, et l'exercice consiste à énumérer un certain nombre de propos éventuellement détachés de leur contexte. J'espère ne pas avoir fait cela, ou du moins, si j'ai pu donner l'impression de faire cela dans ma troisième partie notamment, c'est dû au fait que la perspective comparative que j'adopte sur une vingtaine de pays est, mine de rien, assez nouvelle. À ma connaissance, personne n'a essayé de faire un échantillon aussi large. Donc, effectivement, il s'agit d'une esquisse, comme je l'ai dit. Il ne s'agit en aucun cas d'un travail exhaustif ou qui reflète des tendances certaines. J'ai essayé de faire un travail, une comparaison internationale un petit peu pionnière sur l'antisémitisme de gauche pris dans son ensemble sur 2 siècles de durée. Aquí hi ha una altra pregunta. Buenos días, muchas gracias por su exposición, ha sido muy interesante. Yo le quiero hacer una doble pregunta. Admitiendo que hay un antisemitismo de izquierdas que se disfraza de antisionismo, la pregunta ¿es concebible o puede existir un antisionismo que no sea antisemita? Y la segunda pregunta sería, en el hipotético caso de un acuerdo de paz y un final del conflicto, no es que yo sea optimista en este sentido, pero vamos a suponerlo, que no haya más segundas intifadas, ni guerras de Gaza, ni cosas así, ¿qué impacto cree que tendría en el antisemitismo de izquierdas? ¿Se reduciría, desaparecería o buscaría otra excusa? Gracias. Je pense, oui, dire un propos convenu en considérant qu'on peut tout à fait être antisioniste dans les limites du raisonnable et de l'argumentation correcte et saine des problèmes. Pour ce qui est je n'ai pas plus de lumière sur la question. C'est un peu la frontière ou la limite, je l'ai définie dans mon exposé comme le fait de juger vraiment sciemment malfaisant l'État d'Israël et de le comparer par une forme de provocation et de polémique à des États comme la Corée du Nord ou le nazisme. En ce qui concerne votre deuxième question, j'ai un blanc. Oui, bien sûr, pardonnez-moi. Je pense que l'impact serait relativement réduit. Il est certain que si on a une approche sur la rationalité des conduites, il est certain que certains comportements d'Israël alimentent des rancœurs et des animosités, mais je pense que ce n'est pas fondamentalement le problème. Derrière ça, il y a un antisémitisme qui, dans le monde arabe, est très ancré culturellement et qui remonte à loin. Et j'ai, par exemple, cité dans un de mes livres un exemple sur un terrain de football de petits garçons de 10 ans, un garçon musulman, en l'occurrence, dit à un autre qui s'avérait être juif, qu'est-ce que tu fais? Reste dans tes buts. C'est une remarque absolument banale pour des enfants de 10 ans qui jouent au football.
Et le père du garçon musulman l'a pris comme une injure et a égrené un chapelet d'injures en lui reprochant d'être un fils de juif, etc. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui, naturellement, pas chez tous les musulmans, Dieu merci, mais chez un certain nombre d'individus, peut être ressortir dans certaines circonstances. Buenos días y gracias, lo primero, ¿no? Mire, yo le querría hacer una pregunta. Antes sí quiero decir que yo sí soy sionista, que yo soy de izquierdas, y una de las cosas que me llama muchísimo la atención en televisión española es el cómo dan las noticias sobre Israel, pero todavía me llama más la atención cómo la gente lo recoge, ¿no? Estoy hablando de los compañeros míos de trabajo, yo doy clase en un colegio, y entonces todo el mundo sabe muchísimo de lo que está pasando en Israel. No saben dónde está Israel, estoy hablando de licenciados. Unos me dicen que Israel está en Polonia, otros me dicen que es de grande como la India. Me dicen es que los judíos estáis masacrando a los palestinos, o sea, saben muchísimo, ¿no? Entonces yo la pregunta que les hago, y la querría hacer aquí, a ver qué me puede decir usted, es por qué cuando sale la guerra de Israel, solamente en esa guerra salen niños. Cuando es la guerra de Chechenia no salían niños. Cuando hay guerras en otros países no salen niños. Es decir, no creo que sean unas imágenes ni una información inocente, porque solamente cuando se habla de Israel salen los niños de Gaza. A mí me parece que eso es antisemitismo, es así de claro, ¿no? Se está repitiendo todo lo que se veía cuando la Inquisición del famoso niño de la Guardia, que la habían matado en no sé cuántos sitios de España a la vez. Esa es la pregunta que le quería hacer. Perdone y gracias. Je vous remercie. Effectivement, je n'en ai pas parlé. Il y a une possible réadaptation et un possible remake de l'accusation un petit peu de meurtre rituel qui était dans l'antisémitisme catholique, quand toujours de manière lancinante sont mentionnés le fait que Tzahal aurait tué des enfants, des jeunes enfants, etc. Je pense qu'effectivement il peut y avoir là un lien avec l'antisémitisme traditionnel. Je suis désolé, j'ai pas compris la totalité, le début de... Elle veut savoir les images du conflit palestinien-israélien. Beaucoup de fois montrent l'image des enfants. D'autres conflits ne montrent pas les images des enfants. Ça, c'est l'antisémitisme. Oui, c'est un petit peu ce que je viens de dire. Oui, ça me paraît être une possibilité. Mais je pense qu'effectivement, il peut y avoir des aspects tendancieux, mais je crois que, par exemple, ce qui se passe actuellement ne va pas influer notablement sur l'opinion publique arabo-musulmane, un certain type d'opinion publique arabo-musulmane qui considère qu'Israël est le petit Satan. Donc, ¿Alguna otra pregunta?
Una darrera pregunta, em sembla, aquí. Yo soy de izquierda, soy sionista y soy israelí. Y siendo un crítico de la izquierda, justamente me causa gracia. Usted encara su trabajo, y lo dice muy bien, en 3 puntos: el antisionismo, el antisemitismo, anticlerical, el antieconómico y el anticristiano. Y yo hago como junto 2, ¿no? El anticlerical y anticristiano, en algo que la izquierda veo, sobre todo la izquierda europea, como es un ateísmo islámico. Parecería una contradicción, pero es parte de la hipocresía de la izquierda hoy en día. Y que en definitiva, cuando uno tiene trata de dar su opinión y escucharla de la otra persona, lo que aflora de este antisionismo es antisemitismo, pero sobre todo es antijudaísmo, que esa sería la palabra clara. Y se considera, por un lado, que los judíos buenos eran los que fueron sacrificados en la Shoah, y que de allí no hubo nada más, y que nosotros los israelíes somos algo, justamente la reencarnación de todo lo malo. Y se nos asocia, digamos, con este vínculo entre Estados Unidos, el capitalismo, ¿no? Y un poco nosotros que somos los que hacemos el trabajo sucio. Pero desde la izquierda no hay una crítica hacia la concentración de la riqueza en los Emiratos Árabes, en Qatar, y la condición humana de sus propios conciudadanos. Y tampoco se habla, digamos, de un real imperialismo como es este tema de la yihad, que es lo que busca en definitiva. Entonces, sigo siendo un crítico de la izquierda y sigo pensando en lo social, del beneficio que puede llegar a aportar la izquierda, pero estamos como solos en una isla, ¿no?, dentro de todo esto. Muchas gracias. Je vous remercie. Je pense que vous mentionniez les Émirats. Le phénomène des révolutions arabes est positif parce que les gens sont naturellement demandeurs de démocratie, et je pense que cette évolution chaotique vers la démocratie est prometteuse, et qu'elle n'induit pas ce qu'en France on appelle beaucoup l'hiver islamiste. Il n'est qu'à voir la situation actuelle, où c'est en Syrie, où justement la révolution arabe n'a pas pu avoir lieu, que Daesh prospère. En ce qui concerne je suis désolé, je suis plus un homme de plume, je suis plus un chercheur qu'un homme de parole. Donc quand je passe à la radio, généralement, je ne parle pas beaucoup, j'arrive pas beaucoup à parler parce que les autres sont plus bavards que moi et plus véloces à l'oral. Donc sur ce que vous disiez, monsieur, voilà ce que ça m'inspire, c'est qu'effectivement je pense que les révolutions arabes sont quelque chose sont un phénomène positif, et qu'elles peuvent améliorer, influer sur l'opinion publique arabo-musulmane. Merci, Marc Crapés. Acabem aquí la primera sessió del matí d'aquest seminari i agrair-vos la vostra presència, agrair la ponència del senyor Crapés i del senyor Patterson aquest matí, i a les 4 en punt
començarem. O sigui que els que necessiteu els aparells, vingueu una mica abans de les 4 perquè a les 4 en punt començarem. Moltes gràcies.